Octobre 1962. Pendant ce qui sera surnommé la crise des missiles cubains, le monde retient son souffle. À bien des égards, ce fut le moment le plus effrayant de la guerre froide, qui a duré 45 ans. Deux superpuissances mondiales semblent prêtes à plonger le monde dans la guerre nucléaire. Mais sous la surface de la mer, une autre bataille nucléaire se prépare, et nul ne sait vraiment d'où vient la menace. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les armes sous-marines permettent aux soldats de combattre sous les flots. Avec ruse, force et ténacité, leurs ennemis contre-attaquent. Révolutionnaires, mais parfois primitives, ces batailles acharnées pourront changer le cours de la guerre. Leurs histoires sont légendaires. Octobre 1962. Un sous-marin soviétique se dirige vers Cuba pour une mission top secret. Le B-59 vient de quitter un port russe près de Mourmansk et traverse maintenant la mer de Barents. Les techniciens radio et radar recherchent navires et avions ennemis. Ils approchent de la ligne de Nordkap, la position la plus septentrionale de l'Europe continentale, où se trouve la barrière anti-submersible de l'OTAN, allant de l'île de Barents à la Norvège. Le capitaine soviétique Valentin Savitsky doit franchir la ligne sans se faire détecter. S'il l'est, l'OTAN tentera de suivre le moindre mouvement de submersible, mettant ainsi en danger les trois autres sous-marins l'accompagnant, le B-4, le B-36 et le B-130. Pire encore, une détection pourrait informer les Américains de l'opération Anadir. Une massive campagne soviétique de déplacement de troupes, d'équipements militaires et de missiles à travers l'Atlantique jusqu'à Cuba. Des mois de mobilisation secrète qui déclencheront la fameuse crise des missiles cubains. Et qui plongera le monde au bord d'une guerre nucléaire globale. La situation à Cuba est alors complexe, car le conflit entre la nation insulaire et les États-Unis s'intensifie. 3 ans auparavant, en 1959, Fidel Castro renverse le gouvernement soutenu par les Américains à La Havane. En réponse, le président Kennedy autorise la CIA à former des exilés cubains pour reprendre le pouvoir dans leur pays. Castro riposte vigoureusement. L'invasion de la baie des Cochons sera un désastre pour les Américains. Malgré la victoire, le chef révolutionnaire est persuadé qu'une autre invasion américaine est en préparation. Soudain, Khrouchtchev, chef du gouvernement soviétique, s'aperçoit qu'il a une ouverture à exploiter. Castro entre en pourparlers secrets avec Nikita Khrouchtchev, qui propose la protection soviétique de son allié communiste en déployant des missiles sur l'île. Cuba abritera des douzaines de missiles nucléaires, tous capables d'atteindre les États-Unis. Une dangereuse provocation sur l'échiquier de la guerre froide. Khrouchtchev souhaite déployer des missiles à Cuba pour compenser la présence de missiles américains en Grande-Bretagne, en Italie et bientôt en Turquie, sans compter les bases aériennes dans le monde entier, qui comptaient dans leurs effectifs des avions de frappe nucléaire. Castro signe l'accord. Après avril 1962, les Soviétiques vont transférer sur l'île quelques 40 000 soldats, de l'artillerie et des missiles. L'accord prévoit également la création d'une base sous-marine. D'après le plan, les sous-marins devaient se rendre à Cuba et se joindre au groupe de forces soviétiques, qui était supposé être le plus grand groupe de forces soviétiques en dehors de l'Union soviétique. Mais le plan change quelques semaines avant le départ des sous-marins. Savitsky reçoit l'ordre de faire naviguer le B-59 sans être détecté. Et en un temps record.
Les commandants ont reçu des ordres impossibles à respecter. Un délai plus que serré et le secret le plus total, ce qui était quasiment impossible. Afin de respecter le délai imposé par Moscou, Savitsky et les autres capitaines de sous-marins doivent voyager à plus de 10 nœuds en moyenne. Mission impossible, même pour ces sous-marins de classe projet 641 et baptisé Foxtrot par l'OTAN. Le projet 641 était une classe de sous-marins diesel électriques inspirée des submersibles allemands de type 21 datant de la Seconde Guerre mondiale. Ces sous-marins utilisent des moteurs diesel en surface et des moteurs alimentés par batterie sous l'eau. Les batteries n'ont que peu d'autonomie et ne peuvent être rechargées que sur ou à proximité de la surface de l'eau. Les Foxtrot sont équipés du meilleur de la technologie sous-marine, le snorkel ou tube d'air. Lorsque les batteries permettant aux sous-marins de naviguer en profondeur commencent à faiblir, alors entre en jeu un genre de tuba qui renouvelle l'air et recharge les batteries. Mais voyager en profondeur, même avec le snorkel, signifie perdre de la vitesse. La vitesse en profondeur est d'environ 10 nœuds, soit 20 km/h. Une telle traversée prend donc beaucoup de temps. Les capitaines soviétiques sont persuadés que les forces britanniques et norvégiennes ont déjà détecté les sous-marins. S'ils en localisent l'emplacement exact, l'OTAN pourrait découvrir leur trajectoire vers Cuba. Contraints de voyager à proximité de la surface pour utiliser leurs arrivées d'air, les submersibles ne peuvent se cacher. Mais ils disposent d'une option susceptible de leur donner l'avantage, un groupe d'interception radio. Parlant couramment l'anglais, le groupe d'interception radio écoute toutes les fréquences ouvertes à la recherche d'informations pertinentes. Savitsky est sceptique au moment de l'affectation du groupe au sous-marin, quelques jours avant son départ. Ils ont été accueillis avec suspicion, parce qu'ils n'avaient rien à voir avec la marine. Ils étaient perçus comme étant des agents du KGB. Les équipages ne comprenaient pas pourquoi ces groupes étaient à bord, parce que ce n'étaient pas des unités que l'on trouvait dans des sous-marins. À l'époque, nombre de communications se font sur fréquences à ondes courtes ouvertes. Le groupe d'interception radio du B-59 travaille d'arrache-pied pour cartographier la localisation des navires de l'OTAN dans la région. Plus important encore, il tente de savoir si les sous-marins soviétiques ont été détectés. Le B-59 approche de la ligne Nordkap, puis la passe. À ce moment, aucun signe des forces de l'OTAN. Le B-59 est passé inaperçu. Les capitaines soviétiques sont persuadés de devoir leur succès au fait que les flottes de l'OTAN pensaient que les sous-marins Foxtrot allaient voyager à vitesse plus lente, car ignorant tout du délai imparti par Moscou. Les 4 sous-marins soviétiques traversent la ligne Nordkap et pénètrent la mer de Norvège. Mais la ligne Nordkap n'est que le premier défi auquel ils seront confrontés, car une autre ligne anti-sous-marine doit être franchie avant d'atteindre Cuba. Mais l'OTAN est le cadet des soucis de Savitsky. En effet, il pense être surveillé à l'intérieur de son propre sous-marin. À bord du B-59 se trouve également le commandant de sous-flottille, Vassili Arkhipov. Vassili Arkhipov est le commandant de sous-flottille. Et son rang équivaut à celui du commandant du sous-marin, Savitsky. Dans un sous-marin, les règles sont simples. Le commandant du sous-marin est chargé de prendre toutes les décisions, mais dans le cas qui nous intéresse, la présence d'Arkhipov va compliquer les choses, parce que Savitsky a pour obligation de consulter Arkhipov avant toute prise de décision importante. Au sein de l'équipage se trouve également un officier politique nommé Ivan Maslenikov. Il a pour mission de rapporter tout comportement anti-soviétique de la part de Savitsky au parti. Peu de capitaines soviétiques se sont aventurés dans une traversée de 8000 km de l'Atlantique.
Entre préoccupations politiques et militaires, cette mission à Cuba deviendra le plus grand défi de la carrière de Savitsky. Octobre 1962. La guerre froide bat son plein et le B-59, suivi de 3 autres sous-marins russes, navigue dans le cadre de l'opération Anadyr, une mobilisation secrète des forces soviétiques sur l'île de Cuba. Le mouvement de 4 sous-marins soviétiques dans l'Atlantique pourrait alerter les Américains de l'opération. Ils ne doivent en aucun cas se faire repérer. Ils viennent de franchir la première des 2 lignes anti-sous-marines de l'OTAN. Comme les autres capitaines, Valentin Savitsky est sous pression, car il doit accomplir ce trajet en un temps record. Savitsky s'approche maintenant de la 2e ligne de guerre anti-sous-marine de l'OTAN, reliant le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni. Les ordres sont clairs. La priorité était de ne pas se faire repérer et donc de ne pas faire surface. Si un sous-marin est détecté, l'OTAN pourrait lancer des avions de patrouille à partir de bases situées en Islande et en Écosse. Ce qui aurait pour effet d'augmenter le risque de détection des 3 autres sous-marins et d'exposer ainsi l'ampleur de l'opération, compromettant sérieusement les projets de déploiement de missiles soviétiques à Cuba. Savitsky passera entre l'Islande et les îles Féroé. Malgré la présence de nombreux bateaux de pêche, le submersible remonte à la surface afin de gagner en vitesse. Savitsky ordonne de naviguer à 15 nœuds. Le sous-marin évite les bateaux de pêche et passe aussi discrètement que possible. Pendant ce temps, le groupe d'interception radio surveille l'activité aérienne dans la zone. Les communications étaient effectuées sur des fréquences ouvertes et d'autres sur des fréquences codées, que le groupe d'interception était capable de capter grâce à un équipement très sophistiqué. Ils écoutent même les conversations entre pêcheurs pour s'assurer que personne ne les a vus. Ils vont passer la 2e ligne de l'OTAN sans être repérés. Une fois dans l'Atlantique, la communication entre Moscou et les sous-marins est interrompue, car de nombreuses interférences bloquent les transmissions radio. Pendant 2 jours, les équipes vont tenter de rétablir la communication et parviennent à envoyer et recevoir des messages occasionnellement. Mais plus ils s'éloignent de chez eux, plus la réception est mauvaise. Ce qui risque de poser problème, car les Américains viennent de découvrir une partie des effrayants plans soviétiques à Cuba. Une mission de reconnaissance top secret menée par des avions espions U-2 a fourni des preuves photographiques accablantes. Des sites de lancement de missiles nucléaires balistiques de portée moyenne sont en construction sur l'île. La CIA détenait les photos venant des U-2 et elles étaient accablantes pour les soviétiques. Les Américains sont stupéfaits et sont pourtant très loin de connaître l'envergure du projet. À l'insu des Américains, les soviétiques ont acheminé 134 ogives nucléaires et bombes à Cuba. Un grand nombre étaient destinés à devenir des missiles balistiques capables d'atteindre les États-Unis. La tension monte à Washington. Tout le monde cherche à obtenir plus d'informations. Le B-59 est le navire amiral d'une flottille de sous-marins soviétiques transportant hommes et matériel à Cuba. Chaque sous-marin soviétique traversant la ligne située entre l'Islande, le Groenland et le Royaume-Uni et s'approchant de l'Amérique du Nord fait augmenter le risque de détection. La nature va les aider à se cacher, mais son aide aura un coût. Ils ont été aidés par une énorme tempête dans l'Atlantique Nord. Les unités de guerre anti-sous-marines ne pouvaient pas être aussi actives, car il était impossible de voler dans de telles conditions, ce qui a permis aux sous-marins d'accélérer.
Étant presque sûrs de ne pas être découverts, les sous-marins naviguent en surface, gagnant ainsi en vitesse. Ils montaient des vagues de 40 mètres, puis plongeaient vers le bas. Et parfois, l'angle du sous-marin était de 40-50 degrés, ce qui était très dangereux. Ils savaient que de telles conditions pouvaient détériorer le navire, mais ils ont tenu bon et les sous-marins ont tenu le choc. L'Union soviétique disposait de sous-marins capables d'éviter la tempête en voyageant en profondeur grâce à l'énergie nucléaire. Mais les réacteurs nucléaires vont poser problème. Le régime soviétique avait prévu d'envoyer des sous-marins nucléaires dans les eaux cubaines. Quelques-uns y ont été postés. Cependant, en 1962, les sous-marins nucléaires de première génération connaissaient de nombreux problèmes. Le commandant de sous-flottille et commandant en second du B-59, Vassili Arkhipov, a déjà été confronté à ces problèmes. Il officiait sur le K-19 quand une fuite de liquide de refroidissement du réacteur nucléaire s'y développe. La température du cœur radioactif augmente soudainement. L'équipage doit absolument réparer le système de refroidissement. S'il échouait, le cœur pourrait fondre à travers le réacteur et couler l'appareil. Sans équipement de protection approprié, ils ont utilisé ce qu'ils avaient à disposition, c'est-à-dire des masques à gaz et des imperméables. Les membres du premier groupe d'intervention vomissent à leur sortie du réacteur après avoir été exposés à des niveaux élevés de radiation. Le deuxième groupe connaîtra le même sort, mais continue cependant les réparations. L'équipage utilisera un système de refroidissement à l'eau potable présent à bord pour sauver le sous-marin. Mais 8 hommes mourront et les autres seront contaminés. Vassili Arkhipov n'oubliera jamais cet épisode sombre. En octobre 1962, de nouveaux vols de reconnaissance au-dessus de Cuba vont révéler davantage de sites de missiles. À Washington, les chefs d'état-major font pression pour lancer une frappe aérienne contre Cuba. Le président Kennedy s'y oppose, car une frappe aérienne aggraverait le conflit et pourrait mener à une confrontation nucléaire. Kennedy fonde son point de vue sur son expérience en tant qu'officier de la Seconde Guerre mondiale. Il ne considère pas la guerre nucléaire comme une guerre qui puisse être gagnée, il considère que c'est le problème politique qui doit être résolu. Mais il craint toutefois que l'inaction américaine ne fasse qu'enhardir Khrouchtchev. Kennedy devra avancer ses pions de manière très prudente. Octobre 1962. 4 équipages de sous-marins soviétiques sont épuisés. Au cours de leur périple top secret vers Cuba, ils seront pris dans un ouragan. Ils doivent survivre, mais aussi accélérer la cadence afin d'arriver à destination dans le délai imparti par Moscou. Le capitaine Valentin Savitsky sait pertinemment que la mission est sur le point de se compliquer. En effet, le B-59 est maintenant à portée des installations américaines à terre et donc des avions de patrouille. À Washington, l'équipe de Kennedy est en plein débat. Le comité exécutif est en pleine effervescence lorsque Kennedy entre dans son bureau. Il est composé du conseiller principal et frère du président, Robert F. Kennedy, du secrétaire à la défense McNamara, du secrétaire d'État et des chefs d'état-major. Tous débattent et discutent de la façon dont ils vont réagir à cette crise. Le frère du président, Robert Kennedy, est brutal dans son évaluation.
Le président dispose de deux options. Kennedy pouvait lancer une frappe aérienne ou un blocus. Une frappe aérienne mènerait les Russes à réagir, mais un blocus est également un acte de guerre. Les deux options pourraient mener à une confrontation directe. Pour le Kremlin, le déploiement de missiles à Cuba est un acte de légitime défense. Khrouchtchev n'imagine pas commencer une guerre nucléaire. Il considère Kennedy comme un individu rationnel, et pour lui ce déploiement est une réponse rationnelle à la présence de missiles Jupiter en Turquie. Le 22 octobre, le président Kennedy s'adresse à la nation et révèle le déploiement de missiles à Cuba au peuple américain. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Several of them include medium-range ballistic missiles capable of carrying a nuclear warhead for a distance of more than 1,000 nautical miles. Each of these missiles, in short, is capable of striking Washington, D.C., the Panama Canal, Cape Canaveral, Mexico City, or any other city in the southeastern part of the United States. Au cours de ce discours, il va révéler les limites franchies par les Russes et fournit suffisamment de détails pour convaincre les Américains que l'action est nécessaire. I have directed that the following initial steps be taken immediately. Kennedy propose alors la création d'une ligne de quarantaine qui entrera en vigueur le 24 octobre au lieu du blocus pur et simple. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. En l'appelant une quarantaine au lieu d'un blocus, JFK déplace la solution militaire vers la solution diplomatique. Il offre aussi aux Russes l'occasion de calmer le jeu. Kennedy ordonne également la plus grande mobilisation de troupes américaines depuis la Seconde Guerre mondiale pour préparer une éventuelle invasion de Cuba en cas d'échec de la diplomatie. Le consul britannique à Miami y voit une ressemblance frappante avec le sud de l'Angleterre la veille du D-Day. Quelques 200 navires américains se positionnent sur la ligne de quarantaine, un arc s'étendant sur 800 km au nord de Cuba. Pendant ce temps, les 4 sous-marins Foxtrot soviétiques pénètrent les eaux au large de la côte sud-est des États-Unis. Pour l'instant, les unités anti-sous-marines américaines n'ont lancé aucune manœuvre d'interception. Mais il devient de plus en plus évident que ce ne sont pas les sous-marins adéquats pour une telle mission. Les Foxtrot sont construits à la fin des années 50. Ce sont d'excellents sous-marins. Mais le problème, c'est qu'ils sont conçus pour naviguer dans les eaux de l'Arctique. Et malgré le tuba apportant de l'air frais, les moteurs diesel généraient énormément de chaleur et l'isolation de ces appareils étant destinée à une navigation en eau glaciale, les conditions de vie à bord étaient misérables. Ils n'avaient pas assez d'eau douce, parce qu'à l'origine, ils étaient censés accoster à Mariel. La température atteignait les 60 degrés en salle des machines. Les gens s'évanouissaient. Ils se promenaient pratiquement nus. C'est à ce moment que les forces américaines détectent et répondent enfin aux sous-marins soviétiques dangereusement proches de leurs côtes. Le lendemain du discours de Kennedy, un système secret de surveillance sonore, appelé le SOSUS, détecte un grand nombre d'intrus. Les sous-marins émettent des sons qu'il est possible de capter à grande distance. Les Américains constatent qu'ils peuvent placer des dispositifs d'écoute dans l'océan et ainsi entendre des sous-marins à des centaines de kilomètres de distance. En théorie, les sous-marins ennemis peuvent être détectés jusqu'à 900 km de la côte américaine. S'ils sont détectés, un avion est alors envoyé pour les localiser, puis les suivre. À partir du 23 octobre, après détection des intrus par le SOSUS, les avions sont envoyés pour confirmation. Ils établissent alors plusieurs contacts visuels avec les tubas et les périscopes des sous-marins soviétiques.
En octobre 1962, les services de renseignement américains estiment que les sous-marins soviétiques constituent une réelle menace. Les sous-marins Foxtrot étaient chacun équipés de 21 torpilles conventionnelles, des armes hautement explosives conçues pour couler des bateaux ou des sous-marins ennemis. Mais il est un détail, et pas des moindres, qu'ignorent les Américains. En effet, une arme spéciale a été ajoutée à l'arsenal de la flottille. Chacun des 4 sous-marins transportait une torpille nucléaire. Soit 10 kilotonnes d'explosifs. On parle d'une puissance supérieure à celle déployée contre Hiroshima ou Nagasaki. La raison de la présence de ces armes est obscure. Les capitaines rapporteront plus tard qu'ils ont reçu des consignes juste avant de quitter l'Union soviétique. Ils ont reçu la consigne d'utiliser la torpille nucléaire à 3 conditions. La première étant s'ils étaient attaqués en surface et que leur coque soit trouée. La seconde étant s'ils étaient attaqués sous l'eau et que leur coque soit trouée. Et la troisième s'ils en recevaient l'ordre de Moscou. L'amiral Forken a même dit « Si on nous frappe la joue gauche, on ne tendra pas la droite. Vous devez riposter. Ne devenez pas la honte de notre empire. » Jamais une torpille nucléaire n'a été utilisée au cours d'une bataille navale. Une torpille conventionnelle causerait d'importants dégâts sur un porte-avions. Pour le couler, 2 ou 3 torpilles suffisent. Une torpille nucléaire, même si elle explose à plusieurs dizaines de mètres du porte-avions, le détruirait lui et tout autre navire se trouvant à proximité. Et s'il ne coule pas, il serait endommagé au point d'être transformé en épave flottante. L'ampleur de la potentielle dévastation est confirmée par les tests effectués par les Américains dans l'atoll de Bikini en 1946. Après l'annonce de la mise en place de la ligne de quarantaine par Kennedy, Moscou ordonne à ses sous-marins de se retirer vers la mer des Sargasses et d'y attendre les ordres. Les capitaines reçoivent très peu d'informations supplémentaires de la part du Kremlin. Une fois de plus, le groupe d'interception radio va s'avérer efficace. Ils recueilleront des informations directement à la radio et à la télévision américaine. Les équipages des sous-marins soviétiques ignoraient l'objectif de leur mission à Cuba. Ils vont apprendre ce que le reste du monde savait avant eux. C'est grâce à cette unité que les commandants vont apprendre le déploiement de missiles russes à Cuba. Ils n'en avaient aucune idée. L'équipage apprend également que Kennedy menace d'arrêter et fouiller tout navire s'approchant de la ligne de quarantaine et ignore surtout la façon dont l'Union soviétique compte réagir. Le 24 octobre, la Maison-Blanche surveille 2 navires soviétiques trop proches de la ligne de quarantaine. Comme le sait déjà l'administration, des sources de renseignement révèlent la présence de sous-marins soviétiques dans la région. Dans les années 60, la menace représentée par les sous-marins ennemis est la même qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le principal problème avec les sous-marins, c'est qu'ils attaquent vos bateaux. Quand la Maison-Blanche apprend qu'un, voire 2 sous-marins sont proches de la ligne de quarantaine, la tension monte. Le président Kennedy imagine le pire des scénarios. Le monde entier craint qu'une action militaire puisse dégénérer en conflit nucléaire. Pour éviter l'incident, le secrétaire à la Défense McNamara propose une solution pour ramener les sous-marins soviétiques à la surface. Kennedy est sceptique. McNamara pense que la menace que présentent les submersibles russes pour les navires américains peut être réduite
s'ils sont ramenés à la surface et escortés sans animosité. Il a l'intention de demander à Moscou d'informer les capitaines des sous-marins du plan. Les Américains ignorent toujours la teneur des armes présentes à bord des sous-marins. McNamara ignore que la plus grande menace d'une attaque nucléaire provient des sous-marins qu'il tente alors de faire remonter à la surface. En octobre 1962, le président Kennedy dessine une ligne de quarantaine autour de Cuba afin d'empêcher tout approvisionnement d'armes nucléaires sur l'île. Près de 200 vaisseaux de la marine américaine sont mobilisés et s'apprêtent à arrêter tout navire approchant Cuba. La marine surveille 2 navires en particulier, le Youri Gagarin et le Kimovsk. Tous s'inquiètent de la possibilité que les navires refusent de se conformer à la fouille. Le 24 octobre, après des jours de tension, la Maison-Blanche apprend que les Youri Gagarin et Kimovsk ont changé de cap vers l'Union soviétique. Le soulagement est immédiat, mais un problème subsiste. Khrouchtchev ordonne aux navires soviétiques de faire demi-tour, mais les sous-marins sont toujours dans la région et restent une menace. La flottille de sous-marins soviétiques s'est retirée dans la mer des Sargasses et attend les ordres de Moscou. La plupart des gens ignorent que malgré le demi-tour des navires soviétiques, nous étions encore au bord de la guerre nucléaire. Dans la mer des Sargasses, au large des côtes américaines, un Hunter-Killer Group américain, dirigé par le porte-avions USS Randolph, part sur les traces du sous-marin soviétique B-59. Entouré de 5 destroyers et d'avions, il poursuit le sous-marin en utilisant le système de surveillance sonore, le SOSUS. Le jeu du chat et de la souris commence et durera 2 jours, durant lesquels le capitaine Savitsky se battra pour dissimuler son sous-marin. Mais Savitsky est inquiet. Son équipage continue de souffrir de la chaleur extrême et ses batteries commencent à faiblir. S'il approche suffisamment son appareil de la surface pour utiliser son tuba, il pourra recharger ses batteries, mais sera immédiatement repéré. Savitsky sait qu'il n'a pas le choix, il doit remonter à la surface. Mais le B-59 sera repéré par un dispositif de détection américain connu sous le nom de Sonar Buoy. Le Sonar Buoy est composé de 2 mots anglais, sonar et bouée. La bouée signifie qu'elle flotte sur l'eau et le sonar fait référence à un système situé en dessous. L'avantage d'une bouée sonar, c'est qu'elle est larguée dans l'eau par les avions qui disposent ainsi d'un moyen d'écoute de ce qui se passe en profondeur. Lorsqu'une bouée sonar détecte un sous-marin, elle transmet l'information à l'avion, qui peut ainsi se positionner sur sa cible. Un des avions se rapproche. Les Américains savent qu'ils ont localisé un submersible de classe Foxtrot. Un avion ayant décollé de l'USS Randolph fait appel à une unité de destroyer. Tous convergent vers le B-59. Savitsky ne peut permettre aux navires américains d'intercepter son sous-marin. Profitant de sa vitesse à la surface, il se dirige vers le nord pour se cacher sous les intempéries. Mais avant d'arriver au but, il est repéré par un avion pisteur. Savitsky ordonne une plongée. Les destroyers continuent de s'approcher en utilisant leur sonar actif qui leur permet de localiser leur cible. Les navires commencent à larguer des charges de profondeur d'entraînement, comme préconisé par le secrétaire à la Défense McNamara, destinées à alerter et non endommager le sous-marin. En bon diplomate, McNamara a informé les Soviétiques de son plan, mais les capitaines des sous-marins n'en ont pas été informés. Savitsky sait qu'il y a beaucoup d'appareils américains au-dessus de lui. Et le B-59 n'ayant pas eu le temps de recharger ses batteries, tous à l'intérieur sont en train de mourir à petit feu.
Alors que Savitsky tente de trouver une solution, les explosions commencent à se déclencher. Ils avaient l'impression d'être attaqués par des charges de profondeur. Une ou deux d'entre elles ont explosé contre la coque. Comme les membres de l'équipage l'ont décrit, c'était comme se trouver dans un tonneau de métal et que quelqu'un le frappe avec un marteau contre les parois. La combinaison de l'écho de sonar et des explosions inquiète le capitaine. L'ironie du plan de McNamara, c'est qu'il s'agit des mêmes moyens utilisés pour attaquer un sous-marin. Savitsky est convaincu que la guerre a éclaté et qu'un échange nucléaire est imminent. Il doit être prêt à contre-attaquer avec ses torpilles. Il ordonne à l'officier responsable de la torpille nucléaire de préparer l'arme spéciale. Une chaleur suffocante, pas de communication avec Moscou parce qu'il est impossible de remonter à la surface, aucune information provenant du groupe d'interception radio, et en même temps vous êtes martelé de l'extérieur. Les batteries étant presque vides, Savitsky n'a d'autre choix que de remonter à la surface ou de perdre son sous-marin. Se croyant attaqué, il pourrait lancer sa torpille nucléaire et ainsi déclencher la première guerre nucléaire au monde. « 27 octobre 1962. Le sous-marin soviétique B-59 est contraint de remonter à la surface suite aux assauts des destroyers américains et du porte-avions USS Randolph. Ce qui rend la situation encore plus effrayante, c'est que les États-Unis ignorent que chacun de ces sous-marins transportait une torpille nucléaire. Nous savons que le commandant du sous-marin était tellement frustré par les attaques anti-sous-marines, les conditions de vie à bord et le manque de communication avec Moscou, qu'il a envisagé d'utiliser sa torpille nucléaire contre les navires américains. À bien des égards, ce fut le moment le plus effrayant de la guerre froide, qui a duré 45 ans. Le capitaine du sous-marin, Valentin Savitsky, l'officier politique à bord et le commandant de sous-flottille, Vassili Arkhipov, doivent tous accepter de tirer à l'unanimité. L'officier politique y consent, mais Arkhipov hésite. Savitsky était le plus émotif des deux. Et il débordait de colère. Il se sentait humilié à l'idée de se trouver au milieu de ce fiasco. Malgré les arguments de Savitsky, Arkhipov sait qu'ils ne sont pas attaqués. Leur sous-marin n'a subi aucun dégât. Il va progressivement calmer le capitaine. Je pense que sa présence aux côtés de Savitsky à ce moment-là est déterminante. Savitsky en serait probablement arrivé à la même conclusion après avoir regardé autour de lui et regagné son sang-froid, mais qui sait? Le sous-marin est encerclé. Des projecteurs l'illuminent dans l'obscurité. À la surface, Savitsky voit les signaux du navire américain. Son officier de signalisation lui répond. Il s'identifie comme sous-marin soviétique et demande aux forces américaines de cesser leur provocation. Comprenant qu'il n'y a pas de menace immédiate, Savitsky profite de l'occasion pour recharger ses batteries. L'opération effectuée, il replonge et s'éloigne des destroyers. Pendant ce temps, les 3 autres sous-marins sont toujours en fuite. Poursuivis par le porte-avions USS Essex, les 3 moteurs du B-130 tombent en panne. L'appareil atteindra les Açores après avoir réparé l'un d'entre eux qui retombera en panne. On a un résultat. 1000 mètres, position 215. Un destroyer américain repère le B-36 et l'escorte hors de la zone. Le B-36 parvient à s'échapper par une plongée profonde.
Le sous-marin B4 a été détecté, mais jamais localisé, ni contraint de faire surface. La crise des missiles cubains sera finalement résolue par le compromis. Khrouchtchev accepte de retirer ses missiles de Cuba, mais Kennedy fera lui aussi des concessions. Les Américains ont l'impression de gagner, mais le marché conclu a été caché au public, car les missiles américains présents en Italie et en Turquie sont retirés. Ce qui signifie que Khrouchtchev a éliminé la menace immédiate qui le dérangeait auparavant. À l'époque, les Américains ignoraient à quel point l'échange nucléaire était proche. Ce n'est que quelques décennies plus tard que les États-Unis apprendront la présence d'armes nucléaires à bord des sous-marins soviétiques. C'était bien plus dangereux qu'on ne le pensait. Non pas parce que Kennedy, Khrouchtchev et Castro étaient des fous, mais à cause d'événements qui auraient pu devenir incontrôlables. En pleine tension, un équipement qui fonctionne mal, un manque d'informations, tout cela peut pousser les gens à agir rationnellement selon la situation à laquelle ils sont confrontés, ce qui mènerait à des résultats tout à fait irrationnels et tragiques pour les autres. Les sous-marins soviétiques regagnent l'URSS en décembre. La mission sera vue comme un échec. Au lieu d'être considérés comme des héros ayant évité la guerre nucléaire, les membres d'équipage seront traités de lâches par certains, estimant qu'ils auraient dû utiliser les torpilles. Les commandants qui ont témoigné m'ont dit que les gens avaient uniquement retenu le fait qu'ils n'avaient pas obéi aux ordres. En revenant au pays, ils ont été accusés d'avoir humilié l'Union soviétique et sa marine. Ils ont été très mal reçus. La mésaventure des sous-marins soviétiques confirme les risques réels posés par la simple présence d'armes nucléaires à leur bord. L'histoire du B-59, faite de malentendus individuels menant à des erreurs d'appréciation, révèle à quel point la vulnérabilité humaine pourrait nous mener à la guerre.